On commence. Bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien ce petit dimanche. Vous avez passé un bon week-end pour l'instant. Euh, alors, avant de commencer, déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 100 followers. Donc, bon, c'est pas énorme, mais ça fait plaisir. Voilà, ça montre qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés. Donc, je vais essayer de continuer le bon travail pour que ça vous plaise encore plus. Alors, aujourd'hui, on va parler des très hautes pressions. Donc, avec un viewer, à la dernière émission, on a un tout petit peu parlé à la fin, et il me dit: «Ouais, où est-ce que c'est les plus hautes pressions? Où est-ce qu'on peut trouver ça?» Et donc on avait dit: «Ben, les plus hautes pressions, c'est, au centre de la Terre». Et du coup, bah, je vous ai fait sorti un schéma, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai récupéré un schéma, d'une coupe de la Terre, donc avec les différentes parties. Et j'ai demandé à ma femme géologue qui m'a dit: «Ouais, c'est à peu près à l'échelle, c'est pas trop mal». Donc ça a l'air d'être bien, validé par une géologue. Hem et donc, est-ce qu'on peut pas, avec ce qu'on sait déjà, un petit peu réfléchir à quelle pression on pourrait avoir, dans la Terre? Alors forcément, on s'était dit déjà de base, on la première idée qu'on a, c'est que la pression la plus grande, elle va être, attendez, je vais récupérer ça en noir, ça sera mieux. La pression la plus importante, elle sera au centre de la Terre, ici. Donc c'est là qu'on va avoir le plus de pression, c'est normal, ça paraît logique, il y a tout qui appuie dessus. Donc je veux essayer de vous faire, essayer de trouver, combien ça peut être cette pression déjà avec ce qu'on sait. Parce que vous vous rappelez que, peut-être certains, que, on avait dit avec les fosses des Mariannes qu'à 10 kilomètres de profondeur, on avait une pression de, environ 10 puissance 8 pascal. Vous vous rappelez? Et en atmosphère, ça faisait 10 puissance 3 atmosphère. Donc pour ceux pour qui ça parle pas, c'est les 10 puissances, ça fait 100 millions. 100 millions de pascal. Donc le pascal, 1 pascal, c'est pas énorme, hein, mais une atmosphère, c'est 100 000 pascal. Et donc, ça fait, à 10 kilomètres de profondeur, il y avait 1000 atmosphères. C'est-à-dire 1000 fois plus de pression que la pression atmosphérique, à celle qu'on a au niveau de la mer. C'est-à-dire, en France, on est, sauf si vous êtes en montagne, pas très loin du niveau de la mer. Donc ça, pour vous représenter déjà schématiquement, la fosse des Mariannes, en gros, ça c'est la croûte océanique. Donc le plancher océanique, c'est le fond de la mer. Et du coup, la couche des Mariannes, bah, c'est, la profondeur entre, donc là, c'est cette hauteur-là, hop, cette hauteur-là, là. Donc en fait, même si c'est pas tout à fait à l'échelle, en fait, c'est encore plus petit que ça. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus petit que tout ce qu'il peut y avoir, sur l'ensemble du rayon de la Terre. Donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait des pressions ici qui soient beaucoup, beaucoup plus importantes que la pression au fond au niveau des fosses de la fosse des Mariannes. Et donc, si on essaye de faire une proportionnalité, si c'était, donc ça veut dire si on considérait que tout fonctionnait pareil que, juste sur ce petit bout-là, mais tout le long. Donc on se dit, bon ok, il y a peu de chances que ça marche, mais peut-être ça peut nous donner une première idée, déjà voir à peu près ce que ça peut être. Donc du coup, si 10 kilomètres ça fait ça, ben, le rayon de la Terre, on voit là, c'est 6371 kilomètres. Alors, au kilomètre près, c'est un peu gonflé vu que on voit que en fait, c'est pas parfaitement plat et la Terre est pas parfaitement sphérique. Bon, ça, on en parlera peut-être une autre fois sur une autre émission. Donc, si on dit 6370 kilomètres, combien ça fait de pascal? Bon, ça fait, je vais arrondir, hein, 6,4 fois 10 puissance 11. Ça veut dire, en gros, 6,4 fois et 1000 fois plus que ça. Donc en gros, ça c'est, si on compte en atmosphère, ça fait, 6,4 fois 10 puissance, 6 atmosphères. Ça veut dire 6 millions ici, avec notre calcul, hein. Je dis pas que c'est le vrai truc, d'ailleurs je vous le dis, c'est tout de suite, c'est pas le vrai truc, hein. Mais notre estimation là, très, très grosso modo, ce serait de dire, bah, c'est environ 6,4 millions d'atmosphères. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? On se trompe, je vous ai dit on se trompe. On n'est pas très bon. On n'est pas si loin que ça, mais on n'est pas très bon. On se trompe. De combien on se trompe?
quels sont les phénomènes qui font qu'on se trompe? Donc vu qu'il n'y a pas grand monde encore qui est arrivé, donc je vais passer le moment où j'essaie de vous poser la question et vous répondez. Donc de combien on se trompe? Pardon, d'abord, pourquoi on se trompe? Bah, en fait, il y a 2 effets. 2 effets qui s'opposent. Donc 2 effets contraires. Le premier effet, je pense que tout le monde, y penserait, c'est que, la Terre, c'est constitué de trucs plus lourds que l'eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'eau, elle se retrouve au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas d'île entièrement de terre qui flotte sur la mer, parce que la terre, c'est plus lourd, donc ça coule. Donc, vous avez ici, une densité de l'eau qui est plus faible. Donc ça fait que tout ça, c'est plus dense, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de masse qui appuie, donc plus de pression. Donc on s'attend à ce que, à la fin, ici, notre chiffre, il soit en fait sous-estimé et qu'on ait encore plus que les 6 millions d'atmosphères. Donc on s'attend à quelque chose d'encore plus grand. Donc ça, c'est le premier effet. Et je vous dis, il y a un deuxième effet contraire, c'est qu'en fait, si votre eau là, elle appuie, c'est parce que la Terre l'attire. Mais la Terre, elle attire pourquoi? Parce qu'elle a une masse. Donc c'est l'ensemble de la Terre qui attire ce petit truc-là, vers là. Ok? Qui l'attire vers là. Ok. Mais si vous êtes ici, un petit morceau, vous êtes ce truc-là, là. Ce truc-là ici. Alors, tout ce qui est par là, dans le cercle que je viens de dessiner, là, ça va l'attirer par là. Ok? Mais en fait, tout ce qui est à l'extérieur du cercle, alors ce qui est par là, ça va l'attirer par là. Ce qui est par là, ça va tirer par là. Mais en gros, ça se compense. Donc ce qui se fait, alors ça je vous demande de me faire confiance, en fait, il y a un calcul qui se fait compliqué, mais qui se fait facilement quand on a les outils mathématiques, qui dit qu'en fait, ce morceau-là, lui, il est attiré que comme si la Terre était composée de juste ce qu'il y a là. Mais donc il est attiré par bien moins de choses. Donc en fait, la gravité à l'intérieur de la Terre, elle est plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Et plus vous allez vous avancer, plus ce sera vrai. C'est-à-dire que si vous êtes ici, là, au centre exact de la Terre, si vous pouviez vous y trouver, vous flotteriez parce qu'il n'y a pas de gravité. À cet endroit-là, il n'y a pas de gravité. Puisque, en fait, vous êtes attiré de la même façon de tous les côtés par la Terre. Donc, si vous êtes attiré de la même façon de tous les côtés, c'est comme si vous n'étiez pas attiré du tout. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on plonge dans la Terre, on est de moins en moins attiré. Donc, on ressent moins, on va faire moins de poids donc, sur ce qui est en dessous. Donc, ce qui est là, ici, là, même si c'est plus lourd que de l'eau, en fait, ça va faire moins de poids sur ce qui est encore en dessous que ce qui est ici. Bon, il reste qu'il y a quand même tout, si vous êtes la pression ici, c'est tout ce qu'il y a ici au-dessus qui repose dessus. Donc ça fait quand même beaucoup de masse. Donc en fait, le nombre qu'on a, il est sous-estimé, mais il n'est pas tant sous-estimé que ça. Au final, je peux vous mettre la réponse en bleu, hop, pour changer. Au final, je l'ai là le chiffre. Au centre de la Terre, la pression, c'est... Hop, j'écris pas très bien. Pardon. Au centre de la Terre, la pression, c'est 380 gigapascal. Alors, le giga, ça vous parle peut-être pas. En vrai, bon, normalement, les gigas avec les ordinateurs, maintenant, nous on en parle beaucoup. Donc, je rappelle, giga, ça veut dire milliard. Donc, ça, c'est des milliards de pascal. C'est 380 milliards de pascal. Donc, ça, si je le mets en 10 puissance, ça fait 3,8 fois 10 puissance 11 Pascal. Ouais. Donc, on voit que c'est pas loin quand même. Parce que les deux erreurs qu'on a fait, elles se compensent quasiment bien. Mais en fait, c'est quand même c'est un peu une coïncidence. Mais on avait déjà une estimation qui n'était pas si mauvaise que ça. Et donc ça fait, j'espère que vous arrivez à voir du coup, mais 3,8, 10 puissance 6 atmosphères. Donc, quand même quasiment 4 millions d'atmosphères au centre de la Terre. Donc ça, c'est ce qu'on avait imaginé être l'endroit où il y a le plus de pression sur Terre. Alors après on a dit ouais mais du coup le viewer en question, je rebondis sur la discussion qu'on a eue, il nous avait dit ah mais sur Jupiter il y a plus de pression, ouais sur Jupiter il y a plus de pression au centre de Jupiter, et c'est aussi vrai dans le Soleil, mais donc, du coup là on va se limiter à les hautes pressions sur Terre. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour comparer,
vous savez que peut-être que on peut synthétiser des diamants en prenant du carbone, c'est du charbon en gros, et en le compressant et en le chauffant. Et donc, en gros, c'est le diamant, c'est hop, je vais peut-être faire un truc nouveau. Hop, nouveau. Parce que sinon, trop compliqué. Donc on a dit le diamant, hop. Pour le faire, il faut une température de... j'ai regardé les chiffres, c'est 1400 degrés Celsius. Ça, c'est les chiffres, c'est genre Wikipédia ou un truc comme ça. Et c'est 58 000 atmosphères. Oula. Hop, atmosphère. Donc ça, c'est la pression énorme qu'il faut pour fabriquer des diamants. Et bien en fait, donc du coup, par rapport, ça comparé aux 3,8 millions. Alors il n'y a pas de point du coup si je mets millions. Millions d'atmosphères. Hop, mais j'écris très mal. Il faut vraiment que je me rentraîne. Millions d'atmosphères qu'il y a dans le centre de la Terre. Ok? Donc c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est quasiment 1000 fois plus. Donc c'est une très grosse pression. Eh bien en fait, surprise, c'est pas la plus grosse pression qui existe sur Terre. Non, c'est pas là qu'on trouve la plus grosse pression sur Terre. La plus grosse pression qu'on trouve sur Terre, le plus possible de pression qu'on trouve sur Terre, c'est dans des laboratoires de recherche. Dans un laboratoire de recherche en géologie, pas que, en physique des matériaux aussi. En fait, les savants ont inventé un procédé qui permet d'aller à des pressions jusqu'à 500 gigapascales. Donc 500 gigapascales. Hop. Donc je vous rappelais, giga c'est milliard. Donc ça fait 5 fois 10 puissance 11 pascal. Et une atmosphère c'est 10 puissance 5. Donc du coup j'enlève 5 ici. Ça fait 5 fois 10 puissance 6 atmosphère. Donc en fait, on arrive... alors c'est dans un petit truc. Je vais vous expliquer comment ça marche, tout en détail, parce qu'en fait c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette émission-là. En fait j'en ai utilisé moi assez rapidement quand j'ai fait mon stage de L3. Donc c'est pour ça que je trouvais ça rigolo d'en parler. Donc dans ce petit truc là, que je vais vous expliquer, il y a une pression qui est plus grande que celle qui est au centre de la Terre. Ce qui est assez, je trouve ça assez monumental. Et je vais vous expliquer tout, comment ça fonctionne, tout ça. Et en fait, voilà, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour avoir une pression énorme comme ça, un truc plus de pression qu'au centre de la Terre, on pourrait se dire, ah bah faut des machines énormes, des trucs monstrueux et tout. Au contraire, en fait, c'est tout petit. Ça tient dans la main, la machine qu'il faut. Ça tient dans la main. Et l'endroit où il y a la pression, en fait, est toute petite. C'est exprès, en fait. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc c'est ce qu'on appelle une cellule à enclume de diamant. Cellule à enclume, parce que ça est comme une enclume, hein, de diamant. C'est les diamants qui servent d'enclume, en fait. Alors, je vous montre un petit schéma d'une cellule enclume de diamant. Hop, ouvrir, ne pas enregistrer, hop. Voilà, c'est ça le schéma de la cellule enclume de diamant. Hop. Alors, donc, votre cellule enclume de diamant, il y a deux diamants. Il y a un diamant ici, un diamant là. Alors, attendez, je ne vais pas enlever mes notes, parce que si je prends pas mes notes, je vais oublier des trucs. Au milieu, il y a un joint. Alors, par exemple, si vos diamants se touchent, ils vont exploser tout de suite, instantanément. Parce qu'en fait, les forces qui s'appuient sur les diamants là sont énormes, et ça fait des pressions énormes, et si le diamant se touche, la pression va se concentrer en un point, et donc du coup, en un point, la pression va être encore plus grosse, et donc vous cassez votre diamant, ce qui arrive très régulièrement à ceux qui manipulent ce genre de choses. Et d'ailleurs, pour la petite blague, ces cellules-là, cette technologie-là, vous savez qu'en recherche, on n'a pas beaucoup de sous, et si les chercheurs avaient dû acheter leurs propres diamants pour faire ça, ceux qui ont découvert ça, à l'époque, c'était dans les années 60, je crois, on ne savait pas encore fabriquer les diamants facilement comme de nos jours. Et donc du coup, en fait, s'ils avaient dû le faire avec leurs propres sous, la recherche n'aurait pas avancé. Mais pour la petite anecdote, en fait, ils utilisaient des diamants qui étaient saisis de contrebande ou de trucs comme ça, et qui du coup n'étaient pas
qui n'étaient pas à vendre, tout comme ça, et donc qui coûtaient rien entre guillemets, et donc ils ont utilisé des diamants comme ça de contrebande, et c'est pour ça qu'ils ont pu en casser plein avant d'avoir réussi à faire fonctionner les cellules enclumes de diamant. Et alors comment ça fonctionne? Donc le joint ici, après je vous dirai, on met un milieu transmetteur et milieu, hop, et l'échantillon, qu'est-ce qu'on veut? Parce que bon, on fait pas ça pour juste faire de la pression, on fait ça pour étudier la matière en fait, pour étudier les choses, je vous expliquerai pourquoi. Et donc ils sont écrasés par les diamants là. Donc vous avez les 2 diamants qui arrivent l'un sur l'autre et qui les écrasent. Le joint fait en sorte que le milieu transmetteur ne puisse pas partir sur les côtés. Alors pour la petite anecdote, votre joint c'est un truc, c'est de l'acier, hein. Mais ici, il n'y a pas de pression, donc votre acier, il est solide. Mais quand il est ici, là, votre acier, en fait, il est liquide. Donc c'est un joint liquide, en fait. À cause de la pression. Donc c'est assez drôle. Donc vous avez un joint, il est tout mou, en fait. C'est de l'acier, mais tout mou. À cause du fait qu'il y a autant de pression. Et donc du coup, ça c'est les enclumes, entre guillemets, qu'on va utiliser pour comprimer le milieu. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le siège, là. Donc au-dessus et en dessous, et qui servent, eux, on va appliquer une force sur ce siège-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un dispositif, je vais vous montrer une photo de ce que c'est en réalité, hein, une photo du vrai truc. Il y a un système pneumatique au-dessus pour mettre de la pression sur ça, cette pression-là va faire une force, et cette force-là va se transmettre ici. Et alors comment ça marche? Donc si on dit que cette force-là, hop, on va faire un petit peu, pas des maths, mais un petit peu de formules pour comprendre comment ça se passe. Une force F, là vous appliquez une force F ici. Donc hop, une force F ici. Et puis il faut appliquer la même de l'autre côté, hein. Alors, en fait, ce qui se passe en général, c'est que lui, il est soudé à un truc, et là, vous avez la force pneumatique qui va venir appuyer. Et lui, il a juste à résister. Bon, bah, cette force, alors, est-ce que je l'ai fait? Ouais. Cette force, ça va être la même ici. Toujours F. Hop, une force avec un vecteur comme ça. Donc, toujours la même force ici. Sauf que, ici, elle est répartie sur tout ça. Ou même après, elle va être répartie sur tout ça. Et donc, on avait vu au début, ceux qui n'étaient pas là dans les premières émissions, vous pourrez regarder, elles sont plus sur Twitch, mais elles sont encore sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir dans la description le lien YouTube, et puis aller voir sur YouTube. La force, la norme de la force, c'est la pression divisée par la surface. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est le contraire. Oula, je dis des bêtises. Oulala. Fois la surface. Mais donc ici, là, vous avez une grande surface, donc vous avez une pression qui est assez faible. Du coup, là, la pression... Alors, je vais éternuer, pardon. 1000 excuses. Donc la pression, c'est la force divisée par la surface. Ici, vous avez une grande surface. Ok? Donc, j'ai plus les trucs. J'ai pas pris de chiffre, tiens, j'avais pas pris de chiffre. Vous avez une grande surface. Donc, pour une même force, vous allez avoir une pression qui est faible. Puisque si vous avez un truc, vous le divisez par quelque chose de grand, ça donne quelque chose d'assez faible. Je sais pas, si vous avez 1000, vous le divisez par 10, ça vous donne 100. Alors que si maintenant vous le faites la même chose ici, puisque c'est la même force, hein, la même force, la force se transmet en fait, hein. Tout du long là, vous avez la force qui se transmet, là. Parce que là, je vous ai mis une seule flèche, mais en fait la force elle est répartie partout. Elle est répartie partout. Et là, elle va être répartie partout, mais juste sur cette surface-là. Bah, du coup, si S il est petit, alors je vais vous l'écrire, S grand, ça implique, pardon, ça veut dire que P, il est pas grand. Il n'est pas petit, mais il n'est pas grand. C'est pas des pressions énormes. Si maintenant vous avez un S, une surface qui est très petite, très petite. Ah, il y a le petit qui pleure à côté. Ne vous inquiétez pas, hein, je le laisse pas pleurer comme ça, et sa mère à côté, hein. Très petite, ça veut dire que P il va être grand. Les surfaces dont on parle là, c'est des surfaces qui sont vraiment très petites. C'est de l'ordre de le diamètre. Alors si vous savez, le diamètre, ça c'est le nom pour le diamètre. Ça va dépendre, on peut faire plusieurs types de cellules enclumes, mais les chiffres que j'ai trouvés, c'est entre 10 et 700 micromètres. Alors micromètre,
c'est du millionième de mètre. Ça veut dire que 700 micromètres, c'est la même chose que 0,7 mm, et 10 micromètres, c'est la même chose que 0,01 mm. Donc 0,01 mm, c'est on voit pas. C'est trop petit, sans loupe, on voit pas. Ben ça fait que les surfaces, alors je vous rappelle la surface, on va pas faire le calcul, mais comme ça, hop, ça vous fait un petit peu de rappel de maths. La surface d'un disque, là, ça c'est un disque, hein. C'est circulaire la surface qu'il y a ici, là. Donc c'est pi fois r au carré. Donc ça donne des surfaces qui sont très 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 petites, comprises entre 8, 10 moins 11 et 4. Alors là j'écris, bon, on va mettre là 4, 10 moins 7. Donc là, on commence à avoir des trucs qui sont vraiment très très petits, hein. C'est environ ça. Donc là, vous avez si vous avez une surface qui est minuscule, imaginez 1 mm, disons que 1 mm sur 1 mm, qui est une surface qui est très très petite. 1 mm sur 1 mm, c'est déjà beaucoup plus gros que ça en fait. Un carré de 1 mm sur 1 mm, ça fait 10 puissance moins 6. Là, on est déjà plus petit, et là, on est 1000 fois, pas 1000 fois plus petit, allez, 100 fois plus petit que 1 mm sur 1 mm. Donc c'est des surfaces qui sont très petites. Et donc ça fait que vous avez une pression qui est énorme. Alors, là, je vous ai parlé de trucs, ça vous a paru confus, il y a des formules et tout. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple très simple qui vous résume tout ça, et que je suis sûr que tout le monde a déjà utilisé dans sa vie. C'est le même fonctionnement qu'une punaise en fait. Une punaise, alors une punaise quoi? Une punaise juste que vous accrochez au mur. Oui, c'est bien de ça que je parle. Une punaise que vous accrochez au mur, c'est exactement la même chose que ça. Vous voyez, hop là, j'ai récupéré un schéma d'une punaise qu'on accroche au mur. C'est un exemple classique, parce qu'en fait là, vous mettez une certaine force sur cette surface-là. Donc là, vous mettez une force F. Mais du coup, là, il y a une grande surface. Grand S, là, on va l'appeler petit s, lui. Là, il y a une grande surface, là, il y a une petite surface. Donc vous, la pression, puisque ce qui vous fait mal sur votre pouce, là, quand vous appuyez, c'est qu'il y a de la pression. Exactement, d'où l'intérêt du marteau brise-vitre dans les bus. Exactement, c'est parce qu'il y a une toute petite pointe, et du coup, hop, même un petit coup, il n'y a pas besoin de taper très fort, hein, un petit coup, boum, et ça casse tout. Alors en plus, les vitres de bus sont conçues pour, une fois que ça casse à un endroit, il y a tout qui casse en même temps, pour des raisons de sécurité, etc. Et après, il faut décoller le truc. Bon. Mais donc c'est exactement le même principe, et c'est ça, c'est que la pression va se concentrer, la force se concentre en un tout petit point, donc la pression devient énorme. Et donc là, c'est la même chose. Là, vous avez une petite surface, donc très grande pression, et là, vous avez une grande surface, donc très faible pression. Ce qui fait que votre punaise, elle s'enfonce dans le mur, puisque lui, il ne résiste pas à la pression qui est énorme, et que votre doigt résiste, lui, à une pression qui est beaucoup plus faible. Parce que si vous essayez dans l'autre sens, le faites pas, à la maison surtout, c'est le doigt qui cède en premier. Et donc si vous voulez faire la même chose avec un clou, en fait, hein, vous verrez, même s'il y a une pointe, l'écart de surface n'est pas assez grand, et vous n'arriverez jamais à enfoncer le clou dans un mur comme ça. Donc, même si vous n'avez pas compris les formules, le principe de l'enclume de diamant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met une force assez grande sur une surface normale, pas trop petite, mais pas très grande, et on la fait appuyer après sur la surface très petite du bout du diamant, et qui fait que la pression est concentrée. Et donc on atteint des pressions, je vous ai dit, supérieures à celles qu'il y a au centre de la Terre. Donc c'est assez impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne beaucoup. Alors, pour les petits trucs comme ça, en passant, parce que là, ça paraît bien beau et tout, mais alors quand on fait ça, j'en suis où là? Hop, je vais vous montrer les vraies photos. Si vous avez, ça c'est donc là, ça c'est le vrai truc, les cellules à enclume de diamant. Donc là vous avez le bas, là vous avez le haut, et après ça c'est juste un capillaire pour faire arriver de la pression, pour que ça appuie. Et donc là vous voyez que déjà, bon, ça c'est des trucs qui sont très petits. Vous voyez le joint là, à quel point il est petit? Ça c'est une pièce d'1 € pour l'échelle. Vous voyez là le joint? Ça c'est tout le joint. Mais l'orifice là où il y a le joint, c'est là où il y a le... Alors non, hop, je voulais l'autre. Bon, mes schémas ils sont disparus, mais c'est pas très grave. C'est là où il y a ça là. Le joint, c'est ça.
Donc les scientifiques qui utilisent ça, eux, ils travaillent sur ce truc-là. Là. Ce truc-là, c'est là où il y a l'échantillon, c'est là où on travaille. Bah, c'est ce petit truc-là, là, que vous voyez ici, là. Ce tout petit truc-là, là. Donc, là-dessus, il faut travailler donc avec des loupes, avec des pinces à épiler, des trucs très 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 petits. Donc, c'est pas facile du tout, c'est très galère. Je vous ai dit, voilà, on appelle ça charger un échantillon. Quand on remplit le joint avec d'abord le transmetteur, puis après les trucs qu'on veut étudier. Par exemple, moi, ce que j'avais fait, c'était des nanotubes de carbone. On voulait étudier les, la- les caractéristiques physiques. Là, enfin bon, on voulait étudier le nanotube de carbone. Et donc, il fallait mettre le nanotube de carbone qu'on voulait étudier. Et même ensuite, après, je vais en parler rapidement, d'autres choses dedans. Donc, il faut quand même bien viser, sachant que il faut pas mettre sur le bord. Parce que si vous en mettez sur le bord, c'est compliqué parce que la pression sur le bord, si vous touchez la paroi du joint, bah du coup, c'est plus la bonne pression et ça devient compliqué. Ça bousille les mesures. Donc, il fallait réussir à mettre le truc au milieu. Autant vous dire, j'ai galéré, il fallait du doigté. La personne qui travaillait, qui me faisait travailler, le chercheur qui me faisait travailler dessus, lui, il y arrivait bien. Moi, autoclave. Alors, je connais pas le mot autoclave. Donc peut-être en fait c'est des joints, je crois que c'est de l'acier, un acier pas très, ouais, enfin un peu particulier, mais assez fin, mais en fait il devient mou sous la pression en fait. Donc ça qui est intéressant en fait. Mais peut-être explique-moi ce que c'est autoclave et je te dirai si c'est ça ou pas. Après, bon, moi j'ai étudié ça quand j'étais je l'ai pas étudié, j'ai utilisé ça quand j'étais en aide-stage en L3, c'était pas des gros stages, donc et c'était il y a un petit peu longtemps, donc je me rappelle plus tous les détails. Mais si tu as des infos ou peut-être autoclave, je sais pas. Tu me dis ça, je continue, tu me dis ça et on en discute du coup. Euh, Donc voilà, la petite photo, hop. Pour vous donner une idée, ça c'est le trou pour les plus petits. Je vous ai dit, il y en a des plus gros quand même. Oui, alors exact, effectivement. C'est tout à fait ça, il faut une pression. C'est-à-dire qu'au départ, ton acier, c'est un solide, et donc du coup, un solide, c'est jamais parfaitement plat, etc. Donc effectivement, la pression, l'étanchéité, la très bonne étanchéité ne va se faire que au moment où tu auras de la pression. Et au moment où ton acier devient mou. Mais avant, tes trucs ils s'en vont pas non plus parce qu'en fait il y a la capillarité qui fait que ton milieu transmetteur il va pas se couler tout seul quand même. Donc ça va rester quand même, mais l'étanchéité, la vraie étanchéité va se faire au moment où tu vas bien appuyer dessus. Donc ça c'était juste pour illustrer en fait deux choses. Déjà vous voyez que ça c'est 10 mètres. Donc en fait pour voir là, ça nous paraît gros, mais 10, par 10 mètres, 10 micromètres. Donc ça, c'est en gros un qui fait, oui, 40, c'est marqué là. 40 micromètres, donc c'est pas le plus petit qui soit utilisable, mais déjà c'est très très petit, donc très très difficile à charger. Et ensuite, je vous ai dit, il faut pas que ça touche les parois, parce que là, si ça touche les parois, en fait, ça peut être pincé par la paroi, et du coup, la pression elle va plus être la même dans l'échantillon, en fait. Donc, il faut pas que ça touche les parois. Donc, il faut que vous arriviez à mettre l'échantillon dans le trou, en fait, imaginez, il est au bout d'une pointe, votre échantillon, et vous tapotez pour qu'il tombe. Et en fait, donc il faut qu'il tombe, mais il faut pas qu'il tombe et puis qu'il vienne se coller ici. Autant vous dire, moi, je suis même pas sûr d'y être arrivé. À un moment, il a dit, mon encadrant, il a dit, bon, écoute, on va arrêter les dégâts, et je vais le faire, parce que moi, j'en ai fait plein. Et puis voilà. Donc après, bon, j'ai étudié les résultats, mais voilà. Pour la petite anecdote, c'est pas vraiment c'est plus pour l'anecdote que je vous raconte ça. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, pourquoi on utilise un diamant? Pourquoi on utilise un diamant pour ça? Je pense que ça, si vous réfléchissez, vous allez vite voir pourquoi on utilise un diamant. Hop, pourquoi là on fait avec un diamant et pas avec, je sais pas moi, quel autre matériau on pourrait utiliser? Bah déjà, je vous ai dit, la pression est telle que notre acier devient mou. Donc vous pouvez pas utiliser un truc en fer ou en acier. C'est déjà un truc qui est réputé très dur
dans la vie de tous les jours, l'acier, c'est un truc, bon, un marteau, c'est dur, quoi. En fait, non. Il faut un truc qui soit très, 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 très dur. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise un diamant, parce que le diamant, c'est un des matériaux les plus durs qu'on connaisse. Alors, c'est un des matériaux les plus durs qu'on connaisse. Ça veut dire dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas se déformer sous la pression. Par exemple, c'est pour ça que les voleurs, ils utilisent des diamants pour faire un trou dans du verre et puis le casser facilement. Parce que le diamant, il va rayer le verre. C'est un des rares trucs qui raye le verre. Parce que c'est très 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 dur. Bon, ben là, c'est parce que c'est dur qu'on peut l'utiliser. Parce que si vous avez un truc qui devient mou sous la pression, comme de l'acier, à ces pressions-là en tout cas, bah, du coup, votre mine là, elle se déformait et en fait, vous faites rien, vous faites pas de la pression. Donc vous êtes obligé de faire ça avec du diamant. L'inconvénient que ça a, c'est que comme c'est très très dur, ça se déforme pas. Si vous appliquez de la pression, ça casse. Comme le verre, imaginez le verre. Pourquoi le verre, quand vous tapez un verre, il se devrait casser plus facilement que du fer? C'est parce que votre fer, en fait, il est plus mou. Donc il va préférer se déformer un tout petit peu, alors que votre verre, lui, s'il prend un choc, il va se déformer très peu, donc il n'absorbe pas le choc. Et soit votre choc, il est suffisamment faible et donc ça ne le casse pas. Peut-être ça va faire des micro-fissures, etc., qu'on ne verra pas à l'œil nu, où il ne va rien se passer. Ou alors il va se casser entièrement, parce que s'il commence à se déformer, il se déforme entièrement. Il n'y a pas de je me déforme un petit peu, non, parce que c'est très dur. Bah, le diamant, c'est encore plus dur, donc ça se déforme encore moins. Par contre, c'est pour ça que je vous disais, si vous ne les mettez pas bien vos diamants, et qu'ils soient bien, bien en face, et que du coup il y a un petit coin, ou à un endroit il n'y a pas le joint, vous avez mal vu votre joint, et que du coup à un endroit les deux diamants se touchent, là du coup la pression va être énorme, et ils ne se déforment pas avant de casser. Donc du coup, sous la pression énorme, ils vont casser, et donc bah, votre enclume, faut remplacer les diamants. Donc un peu cher. Donc ça c'est parmi les problématiques des gens qui utilisent ça en fait. Donc, alors je vous parle un petit peu du milieu transmetteur, parce que c'est un peu rigolo, c'est pas de la physique fondamentale et tout, mais je trouve ça assez intéressant de se mettre à la place du chercheur et de voir c'est quoi les problèmes qui vont se poser. Parce qu'en fait, le milieu transmetteur, bon, le premier truc auquel on pense, notre échantillon, il est dans l'air. Bon, si vous mettez de l'air, vous commencez à comprimer, et puis quand vous avez divisé le volume par deux, vous avez multiplié la pression que par deux. Donc autant vous dire qu'il va falloir en diviser du volume pour arriver à des pressions aussi énormes. Donc on ne peut pas prendre de l'air. Donc si on ne prend pas de l'air, on peut prendre par exemple de l'eau. Donc on prend de l'eau, vous savez que l'eau, ça ne se comprime pas. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille d'eau, si vous la remplissez pas à ras-bord, vous pouvez comprimer un peu parce que c'est l'air qui se comprime. Si vous la remplissez à ras-bord, essayez d'appuyer, vous allez voir, vous pouvez déformer la bouteille, mais vous n'allez pas comprimer l'eau, pas quasiment rien en fait, parce que l'eau c'est très peu compressible. Bon en fait, ça c'est tout à fait possible d'utiliser l'eau à des pressions qui sont basses. Mais par exemple, dans les chiffres que j'ai trouvés, les chercheurs, ça va dépendre. Des fois, on utilise ce même dispositif pour aller à des pressions qui ne sont pas aussi hautes que 500 gigapascal, et du coup, on utilise un mélange eau-éthanol. C'est un mélange qui reste liquide sur des pressions assez importantes jusqu'à 10 gigapascal. Donc du coup, jusqu'à 10 gigapascal, 10 milliards de pascal, on est à des pressions qui sont déjà très très fortes, mais l'eau continue à être liquide. Alors voilà, l'huile c'est déjà mieux, l'huile, mais là on est toujours dans des pressions qui sont faibles entre guillemets par rapport à cette très, très haute pression là dont je parle. Mais oui, alors l'huile ça permet, enfin je disais l'eau parce que en fait juste dire un liquide, l'eau toute seule en général d'ailleurs c'est pas le plus intéressant. Après, dans l'huile, il y a aussi des trucs où l'huile, ça a des propriétés chimiques plus intéressantes que l'eau des fois. Donc, il y a pas mal de raisons. Mais ouais, je vois bien. Mais là, du coup, ça qui est drôle, en fait, et même moi, avant de faire cette recherche, parce que moi, je les ai pas utilisés à 500 gigapascal, les trucs, hein, donc j'ai pas fait ça. Je savais pas. Et en fait, ils le font avec de l'hélium. Donc, l'hélium, alors, mais on se dit, l'hélium, c'est un gaz, de quoi il parle? Oui, mais attendez, là, on n'est pas à pression atmosphérique, là. Là, l'hélium, c'est plus un gaz. Là, l'hélium, c'est un solide. C'est même pas un liquide, c'est un solide. Mais il est très mou. Et du coup, la pression se répartit. Parce que le problème, c'est que si votre milieu transmetteur devient un solide, il va quand même transmettre la pression. Mais un solide, ça, c'est pas.
ça va, en fait, il peut y avoir des frottements qui se créent, des tensions qui se créent dans le solide, et donc en fait, votre solide, il va pas avoir la pression qu'il a même partout dans le solide. Et donc, par exemple, c'est facile, hein, si vous prenez des pâtes, vous les appuyez comme ça, donc du coup, la pression, si vous appuyez sur des pâtes comme ça, la pression, elle va augmenter à l'intérieur. Mais à un moment, ça va péter. Et si ça pète à certains endroits, c'est parce que la pression était plus forte à ces endroits-là. Donc c'est bien que la pression, elle se répartit pas de la même façon, parce que c'était un solide. Ok. Bah là, c'est un peu la même chose. Vous voulez, le mieux, ce serait un liquide qu'on appelle newtonien, c'est-à-dire qui fonctionne très, 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 très bien parfaitement. Tout est partout pareil, etc. En vrai, là, il n'y a pas de liquide, ça n'existe plus de liquide à ce moment-là, mais c'est un solide très mou. À cette pression-là, c'est un solide très mou, et donc du coup, on peut s'en servir. On peut s'en servir pour le gaz, le transmetteur. Parce qu'en fait, je me rappelle le transmetteur, je vous peut-être le schéma. Ah, puis il était où? Hop, je vais rechercher le schéma. Le transmetteur, c'est ce qu'il y a, le milieu transmetteur, c'est ce qu'il y a là. Donc en fait, vous voulez que la pression qui soit là, et là, et ce soit la même partout, pour que du coup, dans votre échantillon, ce soit la même pression. Et alors, du coup, le petit truc là, la jauge de pression, le petit truc rouge là, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Ben en fait, déjà, à quoi ça sert? Jauge de pression, comme son nom l'indique, ça sert en fait à connaître la pression. Parce que comment on connaît la pression intérieure? Là, on ne peut pas mettre un instrument pour mesurer la pression. Je vous rappelle qu'on est dans un truc qui est microscopique. Donc on ne peut pas mettre quelque chose. Alors, je parlais du milieu de transmetteur. Le milieu de transmetteur, c'est le liquide dans lequel tu mets. Et le truc rouge, c'est la jauge de pression. Après, tu peux te permettre tout, hein. Ça peut m'arriver de faire des erreurs. Je suis pas, j'ai pas la science infuse entièrement non plus, et en plus en live on peut dire des choses, et en fait on pensait dire autre chose, donc il n'y a pas de problème de me dire eh, mais vous êtes trompé là, non. Après on en discute, peut-être que je me suis pas trompé, peut-être que je me suis trompé, et après moi ça m'intéresse aussi d'apprendre des choses, hein, donc si je me suis trompé, il n'y a pas de problème. Mais donc du coup ce qui transmet la pression ici, oula, allez, je l'ai activé lui ou quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce que j'ai appuyé sur un bouton? Voilà. Ok. Donc, mais non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ok, bon, c'est pas grave. Là, milieu transmetteur, je maîtrise pas encore parfaitement le truc. Le milieu transmetteur, c'est ce qui sert à ce que la pression soit bien uniforme partout. Et la jauge de pression, c'est notre capteur, la jauge de pression. Donc c'est ça qui sert à savoir quelle est la pression à l'intérieur. Peut-être que j'avais dit l'inverse, et alors du coup je m'excuse, peut-être j'ai des fois la langue fourche. Alors comment ça marche? Parce qu'on ne peut pas mettre une machine là-dedans puisque c'est trop petit. Et donc bah, c'est marrant parce qu'on va encore utiliser des joyaux. En fait ce qu'on met, c'est qu'on met une bille, c'est pour ça que c'est rouge là, on met une bille de rubis. C'est un rubis ça. Et en fait on sait, c'est la fluorescence du rubis. En fait la fluorescence c'est quoi? C'est on envoie de la lumière dans le rubis, et il renvoie une lumière qui n'est pas la même, qui n'est pas la même longueur d'onde. En gros pas la même couleur, même si c'est pas dans le visible je crois. Je sais plus dans lequel c'est. Ouais, je l'ai pas noté. Mais en gros, on sait, donc là il y a un décalage entre la longueur d'onde qu'on met et la longueur d'onde qui ressort. Mais en fait, cette longueur d'onde qui ressort, cette fluorescence, elle dépend de la pression. Donc suivant la pression qu'il y a là-dedans, la lumière que lui va réémettre, c'est pas la même. Et donc du coup, on va connaître la pression qui est à l'intérieur. Parce qu'en fait, vous me direz, oui, bah, il suffirait de connaître la force qu'on applique ici. Et après, du coup, on sait la pression qu'il va y avoir. Mais sauf qu'en fait, ça dépend de combien de joints est mordu ici. Parce que du coup, là, il y a une partie de la force qui est répartie là aussi. Donc la pression, c'est pas possible de le calculer dans l'absolu, il faut le mesurer à chaque fois. À chaque fois qu'on augmente la pression ici, il faut qu'on mesure la pression qui est à l'intérieur. Et donc du coup, ah ben je crois que j'ai sorti un truc, attendez, hop. Voilà. Donc, suivant la pression, hop, ça va être la fluorescence que vous avez à 0,2 gigapascal, et elle va se décaler. Ah, donc ouais, c'est quand même dans le visible, c'est dans le rouge du coup. Ça, c'est la fluorescence qu'il y aura à 11,5 gigapascal. Et donc en fait, il suffit juste de mesurer, ah ben j'ai un pic à temps et un pic à temps, donc ça veut dire que j'ai tant de gigapascal. Donc ça, c'est juste une illustration pour montrer, ah ben c'est comme ça que ça marche, c'est juste en mesurant
cette lumière, on mesure la longueur d'onde de la lumière, et donc on connaît la pression qu'il y a sur le graphe. Et ça, c'est assez révélateur parce qu'il y a plein de façons comme ça où en physique-chimie, on mesure quelque chose indirectement, c'est-à-dire en mesurant quelque chose d'autre, mais qui nous renseigne sur. Donc je trouve ça assez intéressant, même si du coup c'est... Ouais, je trouve ça assez intéressant comme ça un exemple on peut pas toujours mesurer tout directement, des fois on mesure quelque chose d'autre pour mesurer, pour avoir la valeur. Et alors, je vais terminer puisque bon, là, j'avais dit que je voulais faire des sessions de 40 minutes, donc là on est déjà à 40 minutes. Sur à quoi ça sert ce truc? À quoi ça sert, ces très hautes pressions qu'on fait, où on obtient des pressions plus hautes que celles au centre de la Terre? À quoi ça sert d'obtenir ces pressions-là, et qu'est-ce qu'on en fait de ces échantillons? Les échantillons qu'on met dedans, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a, étudier je vous ai dit les nanotubes, étudier la physique des matériaux. Comment se comportent les matériaux sous pression? Donc ça, c'est une première chose, donc c'est pas une application, industrielle ou un truc comme ça, c'est une application de recherche. Une deuxième utilisation, une deuxième recherche qu'on fait, grâce à ça, c'est, cette fois en géologie, c'est l'étude justement de la formation de la Terre ou même d'autres planètes, en essayant de reproduire les conditions de température et de pression, dans dans l'échantillon. Donc on met un échantillon qui est au départ, on fait un petit sorte de petite poudre, avec ce qu'on veut, étudier, de la composition de la Terre qu'on veut étudier, et on le met là-dedans. Alors je vous ai dit, il faut chauffer aussi. Alors comment on chauffe? C'est là aussi où le diamant c'est pratique, c'est que on peut envoyer un laser par-dessus, et le laser, il va atterrir sur l'échantillon qui est très, très, très petit, et du coup il va le chauffer très facilement. Hem Et donc, ça peut nous aider aussi à essayer d'affiner notre connaissance de quelle est la composition du noyau. heu et d'ailleurs, ça, c'est des trucs qui sont encore, en géologie, c'est encore étudié. C'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément, définitivement, avec, certitude, exactement comment ça s'est passé la formation de la Terre. Ça, on sait le principe de la création, et cetera. Mais qu'est-ce qui s'est passé chimiquement, les différentes, espèces chimiques, qui va aller avec qui, et cetera. On sait pas, tout n'est pas encore, fini d'être étudié. Donc il y a actuellement encore des chercheurs qui utilisent ça, l'enclume de diamant, pour essayer de finir de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la Terre s'est formée, et même, c'est pas forcément que pour la Terre, ça peut être aussi pour d'autres planètes. Bon voilà, je vais terminer, cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Du coup, la semaine prochaine, je referai, sur la pression, mais là, on va plus être dans du statique, mais dans des écoulements. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du vent ou de l'eau qui coule? Pour la pression, qu'est-ce que ça peut donner et comment on peut s'en servir? Donc il y a des applications assez intéressantes, c'est assez rigolo.